Voilà, bonjour chers internautes, chers followers de Marketing TV Monde. Je voudrais vous présenter mes plus belles salutations en espérant que le mardi s'est bien passé parce que le mardi c'est un très très beau jour et comme dit Laï Bombasek, les belles choses se passent le mardi. Voilà, bien. Je vous salue en attendant de partager, enfin, que vous vous connectiez et que vous partagiez. J'attends de vous que tout le monde partage, que vous participiez, qu'on puisse faire un très très bon échange et qu'on puisse aussi faire un bon live aujourd'hui. Voilà, on est sur la semaine de live. Je veux qu'on fasse un très très bon live aujourd'hui. Voilà. Voilà, bonjour les amis, partagez, partagez, on va démarrer dans... J'espère que Laï Baba vous a donné à chacun des moutons de Tabaski. Voilà, parce qu'il a le devoir de donner à tous les membres du groupe des moutons de Tabaski. Voilà, alors, s'il fuit, on va le rechercher, le trouver et lui imposer de nous donner notre mouton de Tabaski. Voilà. Ah, bonjour Anne-Marie, ma sœur, ma grande sœur, l'exceptionnelle Anne-Marie Fall. Elle est géniale, enfin, exemplaire. Ouais, Mata, we are online, my dear. Je viens partager avec toi la tasse de café. Sûrement pas. Je partage jamais une tasse de café. Par contre, je peux t'offrir une super belle tasse de café, mais je ne partage pas le café. Ça,
foog ñu d'accord si loolu maag yow pour que ñu gën a nekk xarit. Alors. Bonjour, Welay Bamba, j'espère qu'il n'a pas fui. Parce qu'il nous doit... Bamba, c'est pas la peine de te cacher. Tu nous dois à chacun un mouton de Tabaski. J'attends le mien. Voilà, j'espère que tu vas nous donner nos moutons de Tabaski là. Parce que j'en ai pas encore et j'attends que toi-même tu nous en donnes très titre de la vidéo et puis nous allons commencer rapidement. Voilà. Matar Amassignon, an sama xaru tabaski. Laye Bamba Seck. Non mouton de Tabaski. Il faut vraiment gérer ça, sinon tu ne sortiras pas de Dakar. On va mettre une sorte de quelque chose pour t'empêcher de sortir de Dakar. On a besoin de nos moutons de Tabaski. Voilà. Ah, Sophie, la grande Sophie. Voilà. Sophie, Madame Carvalho, tiens mon bonjour. Voilà. Et mon homonyme aussi, il faut lui dire bonjour de ma part, ainsi que ton charmant mari. Voilà. Alors voilà Anne-Marie Fall qui fait le plaidoyer pour son neveu.
suis désolé, ma grande sœur, je t'adore, je t'aime bien, tu le sais, voilà. Mais le café, une tasse pour une personne, tu vois. Hmm. Il faudra bien réussir pour prendre ta tasse. Voilà. Je ne partage pas. Voilà. Voilà. Alors, Matar, si tu veux, tu passes tout de suite. Je suis là. On va prendre un café ensemble. Autrement, on va y aller ensemble un de ces jours, prendre un excellent café. Ben, le jour où Live va nous, va nous inviter pour son fameux guinard, plus glace, plus thé, plus fruits, plus jus. Ah, l'invitation va être énorme. Voilà, c'est ça. Superbe. Alors, euh, voilà. Alors, excusez-moi de vous régaler un peu de Pape et Cher. J'espère que vous entendez. Voilà. De très grands musiciens qui vraiment nous ont fait de très très belles choses, des choses particulièrement adorables. Voilà. Euh, J'espère que vous les connaissez et que vous les suivez. J'étais beaucoup avec Ablaye Mbaye, le grand musicien aveugle et qui était une référence dans la musique, mais qui est tout simplement un fils exemplaire. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement appréciable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, mais il m'a épaté par toutes ses qualités humaines. Que Dieu l'amène au paradis. Voilà, bien sûr, les mêmes prières pour le grand journaliste notamment qui est parti, le fondateur de Sud FM, le grand Babacar, voilà, que Dieu aussi l'accueille au paradis, ainsi que tous ces autres grands journalistes comme Mamles, comme plutôt Sidi Lamine Niasse et toutes ces personnes, Ndiaïdos, etc., qui étaient là, qui vraiment étaient des journalistes engagés, qui ont beaucoup joué dans l'avènement de la liberté de presse, mais aussi de la liberté d'expression et de la pluralité. Voilà. J'espère que l'héritage sera très très bien conservé, mais surtout amélioré parce qu'au niveau de la qualité, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'espère que les jeunes journalistes qui sont encore en service pourront en tout cas améliorer ou en tout cas valoriser ce très très bel héritage qui leur a été laissé par notamment ces grands journalistes. Voilà, bien. Alors, donc, on va faire le dernier live avant la Tabaski. La Tabaski, c'est le vendredi. Si vous n'avez pas de mouton, pas de problème. Allez chez Live Ambassade, je peux vous donner son adresse. Il va vous donner le mouton, sinon on va s'occuper de lui. Il va faire la Tabaski à Rebus là-bas, il n'y a pas de problème, on va s'occuper de ça. Voilà, bien, bien. Donc, la dernière fois, on avait échangé sur, j'espère que le son est bon, voilà, je ne suis pas, mais j'espère qu'il est bon. La dernière fois, on avait échangé sur notamment les dimensions du management de la qualité des services en faisant ressortir 10 points importants sur lesquels il fallait veiller quand on met en place un programme de management de la qualité des services. Et j'avais dit que manager la qualité, mettre en place en tout cas un système qualité pour les services, c'est pas un plus, c'est pas une histoire de stratégie ni rien, c'est un minimum. Voilà. Donc, j'avais pas dit qu'il fallait aller vers des grands systèmes de management de la qualité, ça dépend, un système de management de la qualité totale, tout ça, etc. Enfin bon, ça dépend des organisations. Mais même quand on a un petit restaurant, un petit restaurant, il est important de mettre au moins ce qu'on appelle une démarche qualité. C'est très important parce qu'on a montré la relation entre la qualité et la satisfaction du client. Quand votre service est mal presté, ça crée une insatisfaction du client, donc une perte de clientèle. Par contre, quand le service est bien presté, le client est satisfait et vous avez de fortes chances non seulement de le fidéliser, mais d'attirer de nouveaux clients. Donc c'est vraiment un aspect qui est lié. C'est pourquoi quand j'ai développé le module de marketing des services il y a plusieurs années, je crois qu'il y a maintenant 15 ou 16 ans, j'y avais ajouté le module de qualité des services. Parce que pour moi, le management, le marketing des services s'accommode forcément de la qualité des services. Voilà, bien. Alors, aujourd'hui donc, le menu, c'est simple. On va discuter globalement de l'évaluation de la qualité des services dans une première partie. Hein. On en reparlera à la rentrée. Ce sera aussi l'occasion d'un bon rappel. Voilà. Donc, il y a 3 chercheurs, Zeitam, Parasoraman et Berry, qui avaient développé un outil qui a été un outil reconnu dans le monde et qui est un outil qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore très utilisé
pour l'évaluation de la qualité des services. Cet outil s'appelle la ServQual. Hein? ServQual pour Service Quality. ServQual. Service Quality. Et c'est un outil d'évaluation de la qualité des services. On va essayer de discuter très rapidement de cet outil, des 5 types d'erreurs ou des 5 sources d'erreurs dont ils ont parlé, et notamment des 10 leviers d'amélioration de la qualité des services. Voilà. La semaine prochaine, Inch'Allah, on pourra reprendre la proposition de la ServQual en parlant plus de précisions qui ont été données par un auteur, un spécialiste du marketing, notamment du marketing public, qui s'appelle Bertrand de Quatre-Barbes, qui avait identifié, lui, 13 sources d'erreurs. En fait, ce n'est même pas une nouveauté, mais c'est juste qu'il a plus détaillé les 5 types d'erreurs qui étaient identifiés par notamment Zetam, le Parasoramon et Berry dans la ServQual. Voilà, bien. Donc, avant de commencer, parlons d'abord des enjeux de la qualité du service. Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir mettre en œuvre un programme qualité, de mettre en place un système qualité même, c'est ça, un système qualité, et de se battre pour fournir de la qualité du service? Parce qu'il y a au moins 5 raisons qui justifient cela. La première raison, c'est la légitimité du service. C'est très important. Vous avez fait des engagements auprès de la clientèle, vous avez fait des promesses, vous avez pris l'engagement de livrer à un délai ou de proposer le service en tel moment ou dans telles conditions. Vous êtes engagé auprès de la clientèle. Quand on s'engage à la clientèle, il faudrait exactement respecter son engagement. Je crois que hier soir, quand Lai Bombasek faisait son live sur justement la vente, il avait insisté que quand vous dites à quelqu'un « je vous livre à 13 heures », ne le livrez pas après 13 heures, sinon vous aurez des problèmes. Et comment faire pour livrer à 16 heures? Ben ça, c'est justement mettre en place une procédure, mettre en place un système qualité, mettre en place des normes, faire le suivi pour être sûr que la livraison se fera en temps et en heure. Et donc ça, c'est fondamentalement important qu'on puisse notamment réaliser ces challenges, ou en tout cas les réussir. Excusez-moi, voilà, bien. Donc ça, c'est très important. Et pour cela, donc pour pouvoir à chaque fois, en tout cas le plus possible, à 99%, être toujours, en tout cas, comment on appelle ça encore, à cheval sur le respect des engagements auprès de la clientèle, il faudrait mettre en place un système qualité. Donc, premier enjeu ou premier intérêt, c'est la légitimité du service. Le service n'est légitime que si vous respectez vos engagements. Deuxième élément sur les enjeux de la qualité du service, c'est la sécurité du service. Quand on met en place notamment une activité de service, il faut s'assurer que le service se passe dans des conditions sûres et qu'il n'y ait pas de risque d'accident. C'est très important. Hein. Souvent, quand je fais des formations, que ce soit pour des banques ou des trucs comme ça, je leur dis souvent il faut travailler l'ergonomie de votre agence et éviter qu'il y ait des choses qui puissent blesser le client ou être à l'origine d'accidents. C'est pourquoi il est très important, quand on reçoit des clients, de bien regarder les espaces de circulation. Souvent, on essaie de mettre le plus d'espace pour que les clients puissent s'asseoir, et après, ça réduit l'espace de circulation. Et quand l'espace de circulation est réduit, bonjour les dégâts, il y a des risques d'accident. C'est comme toutes ces choses-là qu'on met, notamment les affiches là ou les panneaux d'indication, quelquefois ils sont mis de telle sorte qu'ils peuvent être des sources d'accidents. Donc tout ça, c'est très important d'y faire attention, parce que si un client vient, on s'occupe de lui correctement, mais qu'il y a un petit accident, ben forcément, ça gâche toute la qualité, ou en tout cas tous les efforts que vous aviez faits. Donc il y a un enjeu de sécurité du service. Un troisième enjeu qui est très important, c'est l'enjeu de la maîtrise des coûts de la qualité, ça, des coûts de la non-qualité. Il est important de réduire les coûts de non-qualité de manière très, très, très importante. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous faites une erreur, généralement, le coût de l'erreur là peut être 5 fois supérieur ou 10 fois supérieur au prix même du service. Voilà, vous l'avez tous remarqué. Quand vous faites une erreur avec un client, vous êtes obligé de faire un cadeau. Vous êtes obligé de réinvestir pour qu'il puisse revenir, etc. Ça vous coûte extrêmement cher. Donc, il est important de réduire les coûts de non-qualité. Voilà. Quand vous allez, par exemple, dans le secteur de la distribution, pendant longtemps, ce qu'on appelle le coût de la casse, parce que la distribution, n'oublions pas que c'est aussi une activité de service. Et eux, ils prévoyaient, les distributeurs prévoient ce qu'on appelle un coût de casse.
La casse, c'est l'ensemble des désagréments qui doivent être liés notamment aux produits, que ce soit les pertes de produits, les produits volés ou les produits pour lesquels la date limite de consommation est dépassée, enfin, tous ces trucs-là. Avant, c'était à 5%, après c'est à 3%. Aujourd'hui, ils se débrouillent pour que le coût soit entre 1 et 2% maximum. Voilà. Et ça permet d'optimiser les coûts et de pouvoir le réinvestir maintenant dans la relation avec le client en offrant plus de promotions, en offrant plus de produits, en ayant plus de stock, etc. Donc ça, c'est important de réduire les coûts de non-qualité. Le quatrième challenge, c'est le challenge de l'image du service. Il est important de pouvoir à chaque fois être au rendez-vous, comme on dit, de ses promesses. Quand on fait des promesses, on les respecte dans les meilleures conditions. Et quand vous le faites et que vous êtes régulier, forcément, ça vous donne une bonne image. Les gens parleront bien de vous. Et quand on parle bien de vous, la seule conséquence, c'est que vous aurez plus de clients, plus satisfaits, mais vous aurez certainement aussi de nouveaux clients. Et bien sûr, c'est ça aussi l'enjeu du cinquième point et du cinquième challenge, c'est que quand vous avez une bonne stratégie ou en tout cas un bon système de management de la qualité, avec un bon suivi, de très bons résultats, forcément, vos clients ne seront pas seulement satisfaits, ils seront enthousiastes. Et je l'ai dit plusieurs fois, quand le client est enthousiaste, c'est l'effet wow. Forcément, il devient fidèle. Donc, c'est l'enjeu de la fidélisation. Voilà, bien. Alors, maintenant, se pose la question du système qualité. Je n'ai pas, enfin, si je pouvais le mettre sur l'écran, je l'aurais fait, mais je ne peux pas. Donc, ce n'est pas tellement la peine de le montrer. Mais plus parler, mais par contre, des sources de non-qualité. Et à mon avis, ça, c'est extrêmement important. Voilà. Trois chercheurs français qui ont enseigné à HEC Paris, à savoir Zeitam, Parasoramon et Berry, avaient conceptualisé un outil qui permettait d'évaluer la qualité des services. Parce que pour la qualité des produits, c'est connu. Donc, c'est des systèmes, c'est de l'industrie, vraiment, il n'y avait aucun problème. Mais pour les services, comme on l'a dit, c'est de la prestation qui se passe en temps réel avec un client qui participe à la prestation du service. Et justement, il était important de voir comment identifier les problèmes qui se passent au moment de la prestation, comment identifier leurs sources afin de pouvoir notamment entrer dans un processus d'amélioration continue, comme le disait si bien Deming. Voilà, bien. Alors, donc, Zeitam, Paramount et Berry vont commencer par schématiser en fait la relation entre les clients et l'entreprise pour comprendre les sources de non-qualité. Et l'idée première, c'est de dire que le client, quand il vient dans une entreprise de service, il vient avec des attentes. Il y a ce qu'ils ont appelé, eux, le service attendu. Il vient avec des attentes. Et généralement, ces attentes viennent de trois sources. La première source, c'est les besoins personnels. Je vais dans une école de formation pour être compétent. J'ai une perception de ce que c'est que la compétence. Et cette perception, je la traduis en attente par rapport à l'école, par rapport à ce que j'en sais en fait. Donc, par rapport à ce que je sais de ce que c'est qu'une formation de qualité. Je viens en m'attendant à une formation de qualité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est de l'immatériel. Donc, moi, j'ai mes propres critères en disant que, je prends un exemple, je peux dire qu'une formation de qualité, c'est des profs de qualité, c'est une régularité des enseignements, c'est le contrôle des enseignements, c'est la relation entre profs et étudiants, c'est le sérieux de l'administration, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça, ça met des critères pour moi. Et ça consulte des attentes. Deuxième source d'attente, ou en tout cas d'attente au niveau du service, dans le service attendu, deuxième source, c'est l'expérience passée. Okay? Un client qui vient chez vous, dans une entreprise de service, il avait eu d'autres expériences quelquefois dans le passé. Vous venez vous abonner ou en tout cas ouvrir un compte dans une banque, peut-être que vous étiez dans une autre banque, où on vous a traité d'une certaine manière. Donc vous avez une certaine expérience qui a fait que vous avez quitté cette banque-là pour venir dans une nouvelle banque. Il est important que le banquier qui vous reçoit cherche à connaître en fait quelle est votre expérience passée. Parce que la correction de ces expériences passées-là va être un élément de ses attentes. C'est pourquoi, à chaque fois que vous faites une activité de service, quand un client arrive, ne vous dites pas seulement « il faut que je vende ». Cherchez, comme le disait hier Lai Bombasek, à avoir le maximum d'informations possible sur lui, sur ses attentes personnelles, sur sa compréhension de ce qu'il veut, sur ce qu'il avait déjà fait dans le passé, sur ses expériences passées, ce qui n'a pas marché, ce qu'il attend de nouveau, etc. Et il y a une troisième source qui va aussi être très importante, c'est notamment le bouche à oreille. Donc ce qu'on a dit au client. Le client, ce qu'on lui dit de vous, qu'il a entendu, qu'il a vu, qu'il a regardé sur Internet, à travers des amis, ou qu'il a entendu à travers des murs, ça dépend. Il peut avoir entendu des choses sur vous,
de positif notamment, et il va venir transformer ce qu'il a entendu en attente. Voilà. C'est pourquoi Zeytan Parasoramon et Berry, qui sont les auteurs de la Serve-Call, vont dire que le premier écart dans notamment la non-qualité ou en cas les erreurs dans la mise en œuvre ou dans la commercialisation des produits et services, le premier type d'écart, c'est notamment l'écart de perception. L'écart de perception des besoins, l'écart de compréhension des besoins de la clientèle. C'est très important. Alors, pourquoi il le dit? Parce que quelquefois, ce qui se passe, c'est que nous avons des clients, on met en place un système qualité, on met en place un service, on a des clients qui viennent, on respecte l'ensemble des procédures que nous avions définies, mais malgré ça, les clients ne sont pas du tout satisfaits. Ça arrive à beaucoup d'entreprises et souvent, ils se disent désemparés quelquefois que les clients sont compliqués, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous avons mis en place des règles, nous avons mis en place des procédures et tout ça, et derrière ça ne marche pas, les clients, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, bien sûr, ça peut arriver et ça crée une incompréhension, quelquefois du point de vue de l'entreprise. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui se plaignent de ça, qui disent, mais monsieur Kahn, on a fait une étude de marché, on a un système, qualité, on a des normes de qualité, on contrôle tout, on surveille tout, mais les clients, souvent, ils ne sont pas satisfaits, on ne comprend pas. On ne comprend pas, pourquoi? Parce qu'il y a une source de non-qualité qu'on n'a pas bien évaluée. Et quand vous avez fait une étude de marché, vous avez défini votre politique de service, vous avez testé, les clients disent ils veulent, vous mettez en place, au début ça marche, en certains moments ça ne marche plus, malgré le fait que tout est respecté, les clients ne sont plus servis, ne sont plus du moins contents, il faut aller regarder une source très importante, c'est est-ce que nous avons encore une bonne compréhension des attentes de la clientèle? Est-ce que nous avons une bonne lecture des perceptions de la clientèle? Parce que quelquefois, c'est là où l'écart se passe. Alors, donc cet écart-là qui peut arriver peut être dû à plusieurs erreurs. La première erreur qui emmène ces types de problèmes-là, c'est notamment l'insuffisance d'études. L'insuffisance d'études. Beaucoup d'entreprises pensent que quand on fait une enquête, ça va. Je l'ai dit, je le redis aussi. L'enquête est un outil très important dans l'étude de marché, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. L'étude de marché, c'est du global. Hein. Je crois que l'Aibamba a fait, il n'y a pas que l'Aibamba, il y a, je crois, d'autres gens qui ont fait des lives sur notamment l'étude de marché, mais il y a plusieurs méthodes d'étude de marché. Il ne s'agit pas de prendre une méthode et d'exclure l'autre. L'étude de marché est un moyen pour avoir notamment des explications à des facteurs à expliquer. Parce que dans l'étude de marché, on se dit, on a des facteurs pour lesquels on veut comprendre, donc c'est des facteurs à expliquer, et on va aller rechercher ce qu'on appelle les facteurs explicatifs d'un comportement ou d'une attitude. Donc, quand on se pose cette question, on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'enquête. Parce que quelquefois, pour comprendre un facteur, l'enquête suffit. Quelquefois, non, l'enquête ne suffit pas. Il faut aussi faire des études qualitatives. Parfois, il faut faire des tests. Parfois, il faut faire des entretiens en profondeur. Quelquefois, une simple étude documentaire suffit, etc. Donc, on peut avoir plusieurs sources pour bien comprendre. Ce qui se passe maintenant en matière de service, c'est que si vous voulez bien comprendre vos clients, il faut faire des enquêtes. C'est très important, les enquêtes, parce que les enquêtes permettent de quantifier des facteurs. C'est ça aussi l'intérêt. Ça permet de quantifier les facteurs. Mais ça ne les explique pas. Et pour bien les expliquer, il faut aller vers notamment les études qualitatives. Donc, les entretiens individuels, c'est important. Les focus group peuvent être très importants. Les entretiens en profondeur peuvent aussi être très importants. L'observation peut aussi être un facteur très important. Il y a même des types de tests qu'on peut mener pour bien pour bien comprendre ce qui est dans l'esprit du client et que le client ne peut pas faire ressortir. Voilà. Bien. Alors, je donne souvent un exemple très simple. Vous allez voir un étudiant qui va dire, moi je veux, on fait une enquête, par exemple, si on ouvre une nouvelle école, on va dire, on fait une enquête auprès de la clientèle, donc des étudiants, on va dire, écoutez, nous ouvrons une école, une business school, voilà, on fait une enquête pour savoir qu'est-ce que vous attendez d'une école de formation. Et bien sûr, les étudiants vont vous dire, oui, on attend que l'école soit sérieuse, qu'elle soit reconnue par le CAMES, qu'il y ait des profs de qualité, que le diplôme soit reconnu, qu'on ait la possibilité d'avoir des stages, etc. C'est ce qu'ils vont vous dire. Si vous restez uniquement sur ça, vous pouvez avoir une école qui respecte l'ensemble des standards de qualité d'une école et soit avoir des étudiants pas satisfaits ou ne pas avoir d'étudiants, notamment. Ça, c'est arrivé à beaucoup d'écoles. Hein. Où il y a une école qui s'appelait CEMIS,
que certains connaissent, j'espère que Ndao est en train de suivre, comme Pape Dembelo ou d'autres très grands profs, parce qu'ils avaient d'excellents profs. C'était géré par Cheikh Omar Gallo, c'était au point E, j'espère que Garmisso aussi est en train de suivre notamment. C'était une très très grande école, avec des standards de qualité extrêmement rigoureux, mais beaucoup de gens n'aimaient pas cette école. Pourquoi? Parce qu'elle était trop rigoureuse. Et l'école avait oublié d'aller regarder les facteurs qualitatifs et notamment les attentes en profondeur de la clientèle. Parce que généralement, les clients vont, les étudiants, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que je veux bien aller dans votre école, mais papa et maman, ils sont tellement difficiles que je ne sors pas. Donc, si vous pouvez donner aussi des opportunités de sortir, d'aller faire des sorties, d'aller faire des rencontres, de temps en temps, d'organiser des activités entre nous pour qu'on puisse s'épanouir, ben, je ne dirais pas non, tu vois, ça m'intéresse énormément. Ça, aucun étudiant ne vous le dira. Encore un étudiant ne vous dira, vous êtes très rigoureux, tu vois, j'aime pas avoir des trop bonnes notes et être là à faire des redoublements, des trucs comme ça. Heureusement que CMLMD a réglé ça. Mais avant, c'était ça. Et c'est pourquoi les étudiants, quelquefois, préféraient aller dans des écoles où ils avaient la possibilité, même s'ils n'ont pas la moyenne, de passer en classe supérieure. Voilà. Certains voudront, par exemple, se mettre en valeur en disant « Je veux une école qui me met en valeur, quoi, que je sois en costard, cravate et tout, et que je puisse me distinguer. » Ça, ils ne vous le diront pas. Voilà. Ils ne vous diront pas quelquefois aussi que j'aimerais bien rencontrer des personnalités, aller dans des lieux où je ne suis jamais allé, etc., etc. Et ça, c'est des facteurs qualitatifs très importants. Quand vous ne le prenez pas en charge, vous allez faire votre étude de marché, vous allez faire une offre qui correspond à votre étude de marché, vous allez respecter l'ensemble des normes de qualité que vous avez définies, mais vous aurez des clients qui ne seront pas satisfaits. Pourquoi? Parce que les facteurs qualitatifs n'ont pas été bien pris en charge. Donc, important d'identifier trois choses. Ce que le client imagine qu'il veut, ce que le client a eu comme expérience passée et qu'il voudrait corriger avec vous, et notamment le bouche à oreille, c'est ce que le client a entendu de vous. Et il y a même une quatrième source très importante, c'est la publicité que vous faites et qui peut aussi l'influencer. Si vous ne comprenez pas ces trois facteurs, ça va être très difficile d'offrir un service conforme à ce que le client veut. Et c'est ce qui va faire que, malgré vos normes, malgré votre étude de marché, les clients risquent de ne pas être très satisfaits. Ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect qui peut créer cet écart-là, c'est notamment l'insuffisance d'évaluation de la qualité du service. Voilà. Quand vous recevez des clients qui vous disent qu'ils ne sont pas satisfaits, ou bien qui montrent une insatisfaction, ou qui ne reviennent pas, il ne faut pas seulement dire ce canne-là, il râle tout le temps, il ne vient pas, heureusement qu'il ne vient pas, pas de nouvelles, bonne nouvelle, on ne le voit pas parce que c'est un râleur. Non. Quand une canne vient chez vous tout le temps, et qu'un jour il se montre un peu énervé, il ne revient plus, je crois qu'il est important au moins d'aller savoir pourquoi il n'est pas revenu. Parce que, je l'avais dit dans mon live sur la fidélisation, il n'y a que 4% des clients qui réclament. Donc, il y a 96% qui ne réclament pas. Et quand on ne vous dit pas ce qui n'est pas bon, vous risquez de ne pas savoir. Et quand vous ne le savez pas, vous persistez dans vos erreurs. Donc, il est important de bien collecter, notamment les insatisfactions de la clientèle, et de bien les analyser. D'avoir un système de suivi-évaluation. C'est très important de les analyser lucidement. Et surtout d'aller comprendre, non pas ce que le client, ce qu'il dit, c'est-à-dire, quelquefois les gens ont des sortes de cahiers de réclamation, le client vient écrire ce qu'il veut, quelquefois vous lisez, vous ne comprenez même pas, quelquefois vous lisez, vous dites, mais ce problème est déjà réglé, et après ça se pose, mais pourquoi le client écrit ça alors que c'est réglé? Donc, ça ne suffit pas seulement de laisser le client écrire. Il est important de faire un entretien avec lui, de l'inviter à votre bureau ou un truc comme ça, et de discuter avec lui pour bien comprendre, au fond, qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est une difficulté, notamment, qui existe, qu'il faudrait particulièrement bien comprendre, notamment. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre très, très clairement qu'est-ce que le client veut dire. Et ça nous permet de bien comprendre ce qu'il veut dire et de le prendre en charge. Parce que comme je vous l'ai dit, le client n'a jamais tort, c'est vous qui avez tort. Okay? Si le client n'est pas content parce qu'il n'avait pas compris, c'est vous qui avez tort. Hein? Même si le client vous dit « Ah, je ne savais pas que c'était comme ça, je n'avais pas bien compris », ce n'est pas la peine d'aller se glorifier pour dire « Ouais, mais le client c'est un con, machallah, il ne comprenne jamais quoi. Voilà, je lui ai expliqué, mais là il a compris, il ne fera pas l'erreur. » Non. Quand le client ne comprend pas, c'est parce que vous n'avez pas fait l'effort de le former, de le sensibiliser, de le motiver, de l'impliquer pour qu'il puisse très très bien participer. Et comme je l'ai dit, quand il participe mal, c'est vous le perdant parce que c'est vous qui êtes
comptable, notamment de la non-qualité. D'accord? Donc, c'est important d'identifier l'ensemble des sources de non-qualité et de les évaluer froidement pour comprendre d'où vient la non-qualité. Est-ce que c'est une erreur de prestation? Est-ce que c'est une erreur de communication? Est-ce que c'est une erreur de normalisation? Ou est-ce que c'est tout simplement que les clients, leurs attentes ont évolué sans que nous, on ait compris ça? Ou bien que les clients ont de nouvelles attentes sans que nous, on ait eu le temps de détecter ça. Ça nous permet, quand on comprend ça, d'aller refaire une étude sur un échantillon de notre clientèle actuelle, de comprendre les progrès, de comprendre en tout cas les évolutions, de comprendre notamment qu'est-ce qui a changé et de pouvoir ajuster notre système afin de pouvoir encore mieux satisfaire les clients et de pouvoir les garder. Donc, première erreur ou bien première non-qualité, c'est l'erreur de perception, l'erreur de compréhension des attentes de la clientèle. J'espère que c'est clairement expliqué. Sinon, on se donnera une autre occasion. Ou bien vous posez des questions, je vais répondre. Voilà, c'est ça. Deuxième source de non-qualité, notamment, c'est l'écart de normalisation ou l'écart de conception. Voilà. Quelquefois, ce qui se passe, c'est que l'entreprise peut bien comprendre ce que le client veut, l'entreprise peut être à jour par rapport à exactement ce que les clients veulent, mais ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va faire des erreurs, notamment, ou en tout cas ne va pas très bien délimiter ou répartir son système qualité. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Et n'oubliez pas que en marketing des services, avant de parler de système qualité, on parle d'abord de serviction. Parce que le système qualité va reposer sur des processus, des micro et des macro processus qui vont notamment s'enchaîner dans un processus client-fournisseur pour qu'à l'arrivée, le client puisse être satisfait. Donc, l'histoire est que, est-ce qu'on a bien délimité les activités? Est-ce qu'on a bien travaillé l'enchaînement des activités? Est-ce qu'on a bien normé les activités? Est-ce qu'on a bien déterminé les détails de l'activité en termes de niveau de qualité, de quantité, de qualité, de modalité, en tout cas de délivrance d'un processus vers un autre, etc. Donc, quelquefois, c'est le système lui-même qui n'est pas bien parce que les processus sont mal élaborés ou ils sont mal délimités. Ou tout simplement, les normes n'ont pas été reliées au système de prestation de service, à la serviction. Et quand vous mettez des normes en dehors du système de prestation, forcément, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. C'est ce qui va faire que, notamment, vous comprenez bien ce que les clients veulent, mais comme je l'ai dit, le système de qualité ne sera pas là. Voilà. Je peux donner un exemple que j'avais donné dans le passé, mais la répétition est pédagogique. J'avais donné l'exemple de Orange, il y a peut-être 10 ou 15 ans, qui a mis en place, par exemple, une norme qualité en disant que, en tout cas un processus notamment, qui était lié à une norme qualité, en disant que celui qui perd sa puce Orange, il est obligé de venir à l'agence, de le déclarer, on lui donne un document, il va à la police, il fait une déclaration de perte. Quand la déclaration de perte revient, on va lui activer ça, on va lui refaire une nouvelle puce qu'on va activer, etc. Et l'idée, c'était de protéger le client et de garantir la sécurité du service. C'était ça l'idée. Alors, donc, la norme a été mise, enfin, la prestation et la norme ont été mises en place pour ça. Donc, c'est un processus pour garantir le client, pour mettre beaucoup plus, notamment, de sécurité. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les clients ont été rebutés par ça. Ils se sont dit, ça nous coûte du temps. Voilà, venir en agence, faire le rang, perdre du temps, repartir à la police, etc. Et tout, ça nous coûte du temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de plaintes. Et à un certain moment, Orange s'est dit, OK, l'idée est bonne, l'idée de mettre en place un processus assorti de normes pour pouvoir donner aux clients plus de sécurité était une très bonne idée, mais la manière dont on le fait n'est pas une bonne manière. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle une erreur de normalisation ou en tout cas une erreur de conception du système qualité. Voilà. Donc, quelquefois, on comprend bien ce que le client veut, mais la mise en place des normes, la mise en place des processus va rebuter le client ou va gêner le client, notamment dans son achat ou dans sa consommation. Dans ce cas, il faut revoir le processus, revoir du moins les processus, revoir aussi les normes, parce que quelquefois, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut mettre aussi beaucoup de normes, et quand vous mettez beaucoup de normes de qualité, ça peut robotiser le travail et ça peut ennuyer le client. Donc tout ça, c'est des erreurs de normalisation qu'on peut régler
Donc, en revoyant soit les processus ou en revoyant tout simplement le nombre de normes, ce qui va faciliter la relation avec le client sans entacher l'intégrité de la qualité du service. Voilà, bien. Troisième type d'écart, c'est notamment un écart entre la traduction des normes et la prestation du service. Voilà. Quand on détermine les normes de service, il est important de s'assurer des conditions de prestation du service. Quand vous avez toutes les normes qui sont mises en place, il faut se battre pour que l'ensemble des éléments qui doivent entrer en jeu dans la prestation puissent être notamment mobilisés. Voilà. Il faut mobiliser donc toutes les interfaces du front office, notamment. Ces interfaces vont être liées d'abord aux ressources humaines, donc au personnel en contact, vont être liées au personnel de soutien, ça ceux qui préparent les gardiens, le personnel les techniciens surface, enfin tous ces gens qui préparent cet aspect-là. Ça va être lié notamment à l'aspect matériel, donc tout ce qui est outils qui va être utilisé, que ce soit l'espace d'accueil, que ce soit, enfin bon, du moins l'espace pour s'asseoir en tout cas, que ce soit les bureaux, que ce soit les ordinateurs, enfin tous ces outils-là qui sont dans la prestation du service. C'est aussi lié à l'environnement, notamment est-ce que l'espace est assez grand ou pas, est-ce que c'est propre, est-ce que la climatisation est bonne, est-ce que l'information est bonne, est-ce que la luminosité est bonne, etc. Tout ça, c'est des choses à gérer en amont. Et ils doivent être établis, préparés, mis en place en conformité avec les processus qui ont été mis en place. Voilà. Alors, quand vous voulez par exemple faire une prestation de service, il est important de respecter les 3 étapes de la mise en œuvre d'une activité de service. C'est l'étape de préparation, l'étape de mise en œuvre et l'étape de contrôle. C'est les 3 étapes. Alors, donc si vous avez de bonnes normes, si vous avez un bon système de service, vous avez un bon système qualité, vous avez de bonnes normes de qualité, il faudra maintenant travailler sur notamment le déploiement des activités de service en respectant les normes ou bien en conformité avec les normes. Pour que lors de la prestation, ça se passe très bien, il faut donc préparer le personnel en contact, l'environnement, le support matériel, l'environnement notamment et l'atmosphère dans laquelle le service va être presté. S'il y a des erreurs, forcément, ça va aboutir à une erreur, notamment à une erreur de préparation de la prestation. Donc ça, c'est important d'y faire attention. Il ne s'agit pas de dire on a des normes, on a tout ce qu'il faut. Non, il faut préparer la mise en œuvre du service, sinon les erreurs seront au rendez-vous. 4e source d'erreur, c'est l'erreur de communication externe. Ça, j'en avais parlé la dernière fois, j'en reparle ce soir. Pour une raison très simple. Ce que vous dites aux clients dans vos publicités, ben, ils y croient comme des enfants. Quand vous dites chez nous, ce sera parfait, ben, ils croiront que c'est parfait. Quand vous dites chez nous, les procédures sont simples, ils penseront que les procédures sont simples. C'est pourquoi j'avais dit la dernière fois, faites beaucoup de testimonial. C'est très important de faire du testimonial. Faites aussi de temps en temps des erreurs, montrez un peu quelquefois les sources d'erreurs potentielles et comment est-ce que vous faites pour corriger ces erreurs. Ça permet, dans la communication, de se rapprocher le plus possible à la réalité, sinon le client va penser que c'est parfait. Voilà. Même si certains auteurs, comme Landrevi et Lindon, qui ont écrit le Mercator, je crois qu'il y a que Landrevi maintenant, quand ils disent que le client a un bon sens, par exemple. Quand vous lui dites certaines choses, il se dit que, ok, c'est des belles choses, mais c'est du mensonge, voilà. Et je crois qu'ils avaient donné l'exemple du Crédit Lyonnais, je crois, dans le passé, qui disait que le pouvoir de dire oui, voilà, le pouvoir de dire oui. Et ils expliquaient que le client, il sait qu'on ne peut pas lui dire oui à tous les moments, voilà, c'est ça. Mais même quand vous avez comme slogan principal le pouvoir de dire oui, c'est important de décliner votre communication pour expliquer au client dans quelles conditions on vous dira oui et dans quelles conditions, malheureusement, on ne pourra pas vous dire oui. Sinon, le client va venir en disant que j'ai vu votre publicité, j'ai vu tout ce que vous avez fait, il paraît que vous, vraiment, à chaque fois qu'un client vient, il n'a pas de problème, vous lui donnez un crédit, ben, vous risquez d'avoir beaucoup de clients mécontents. Voilà. Quand je prends un exemple réel, je prends le cas des microfinances, des institutions de microfinance qu'on appelle aujourd'hui les systèmes financiers décentralisés. Il y avait les microfinances, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il y a la mésofinance. Je fais un coucou aux gens de Pamecas, aux gens de CMS, aux gens de Microcred, qui font un très, très bon job. Aux gens aussi de Cofina. Voilà, j'en profite pour saluer mes amis de Cofina Kaolack. Voilà, bien. Alors,
Au début de la microfinance, par exemple, quand on voulait la développer, les gens se disaient, allons dire aux sociétaires, quand vous venez chez nous, au bout de 3 mois, on vous donne un crédit. Quand vous respectez l'épargne, au bout de 3 mois, vous avez droit à un crédit. Hein, les personnes qui étaient là avant l'avaient compris. Et qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de gens voulaient adhérer, ils faisaient leur épargne normalement. Au bout de 3 mois, ils demandent un crédit, on leur dit c'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passait? Ces gens, soit ils démissionnaient, soit ils allaient dans une autre institution de microfinance et ils abandonnaient. Ce qui fait que les institutions de microfinance avaient quelquefois un sociétariat de plusieurs milliers de personnes, mais sur ce millier de personnes, il n'y avait qu'une petite centaine ou quelques centaines qui étaient actifs parce que beaucoup de gens n'étaient pas contents, ils sont partis. Et la cause réelle, c'est l'erreur de communication externe. Ce qu'on leur avait dit ne correspondait pas du tout à la réalité. Ça, c'est très important. Donc, je l'avais dit la dernière fois, quand vous avez des délais de livraison, soyez réalistes. Ne dites pas aux gens des choses que vous ne pouvez pas faire. Et si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux aller vers l'hypothèse la plus basse, c'est-à-dire en disant que si la livraison, c'est par exemple 12 heures, le client appelle, vous vous rendez compte que ce n'est pas bon, engagez-vous sur des livraisons de 24 heures pour tout le monde, c'est plus simple. Même si vous savez que vous pouvez livrer sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures, engagez-vous sur 24 heures. Ça vous donne la latitude de pouvoir respecter votre engagement. Ça, c'est très important, en tout cas, en termes de communication externe. Voilà, bien. La cinquième est plus importante source d'erreur, enfin plus visible du moins. Ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'erreur de compréhension des besoins. La plus visible des erreurs en matière de service et qui entament la qualité, c'est l'erreur de prestation qui va entraîner notamment une dissonance entre le service attendu et le service délivré. Voilà, c'est ce qu'on appelle le service perçu. Donc le service perçu peut être un service négativement perçu. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'égalité, ou en tout cas, il n'y a pas de corrélation stricte entre le service délivré et le service attendu par la clientèle. Voilà. Et le client va être insatisfait. Ce sont donc les erreurs qui se passent au moment même où on fait la prestation de service. Ce sont les erreurs de prestation. Et malheureusement, ça se passe en live, en temps réel. Bien sûr, les erreurs de prestation sont dues en général justement à une préparation insuffisante. Quand la préparation du service est insuffisante, il y a de fortes chances que lors de la prestation, les problèmes arrivent. Et la préparation insuffisante touche les éléments de prestation. Celui qui fait la prestation, s'il est fatigué, s'il n'est pas en forme, s'il n'est pas motivé, etc., forcément, il risque de faire des erreurs. Parce que lui-même, il n'est pas bien préparé. S'il ne connaît pas bien son produit, etc., bonjour les dégâts. S'il ne sait pas identifier les gens, discuter avec eux, bonjour les dégâts. Là aussi, il y a des risques, notamment, qui vont se présenter lors de la prestation. C'est les problèmes liés au matériel. Quelquefois, le matériel, il est défaillant, il n'y a pas un bon entretien, etc. Bonjour les dégâts. Quelquefois, c'est tout simplement un problème de prévision. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a quelques années encore, quand la Senelec avait souvent, il y a un temps où la Senelec faisait beaucoup de comment vous appelez ça encore, de délestage. En tout cas, ils avaient des problèmes de production. Et dans les écoles de formation, parce que j'enseignais en ce temps-là, on avait souvent des problèmes. Vous commenciez un cours à 18h30, à 19h, le cours est terminé. Ou bien vous commencez à 18h, à 19h, le cours est terminé parce que l'électricité est partie. Et après, ça crée des problèmes. L'école va se dire, oui, mais c'est... On dit non, le problème ne peut pas être la Senelec. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes électrogènes. Et beaucoup d'écoles ont commencé à acheter des groupes électrogènes en se disant qu'on s'est engagé à donner un cours sur une durée. Cet engagement, nous l'avons par rapport à nos clients, donc les étudiants, mais c'est un engagement qu'on a aussi par rapport aux enseignants. Parce que si vous me dites, venez faire un cours de 3 heures de temps, et qu'au bout d'1 heure de temps, vous me faites signer 1 heure de temps, ça pose un problème. Si 1 heure, c'est 5 000, alors que moi, le transport, je paye 6 000 francs, bonjour les dégâts. Voilà, c'est juste un exemple que je donnais. Hein. Mais je crois qu'on ne paye plus cet honoraire-là, ce tarif-là. Maintenant, j'espère que c'est le cas. Voilà. Mais je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, bon, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de dire que beaucoup d'écoles se sont dit, le fait d'arrêter les cours pour une absence d'électricité, on va maintenant acheter des groupes électrogènes. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir un groupe électrogène, c'est de travailler en amont toute la journée et tous les jours sur l'entretien, la vérification de la fonctionnalité, la vérification qu'il y a tous les éléments, on teste pour être sûr que le groupe électrogène va fonctionner de manière correcte. Voilà. Donc, ce manque de préparation va se passer lors de la prestation. Donc, les erreurs de prestation, ou en tout cas la mauvaise prestation de service, ça va être par exemple un prestataire qui parle mal aux clients, un prestataire qui n'écoute pas bien les clients,
C'est l'atmosphère qui se dégrade parce qu'il n'y a pas d'électricité, le split ne marche plus, il fait très chaud. C'est le fait qu'il n'y a pas de propreté. C'est le fait qu'il y a des accidents parce que il y a de l'eau en bas, les gens glissent, ou il y a des choses qui créent des accidents, etc. Donc toutes ces erreurs-là qui se passent au moment de la prestation, donc en temps réel, sont non seulement immédiatement perçues par le client, mais ça crée tout de suite de l'insatisfaction pour la clientèle. Et pour éviter ça, il faut travailler les processus en amont, c'est-à-dire que la préparation de la qualité du service, le système qualité et bien sûr le marketing notamment, c'est-à-dire la qualité des études, de la compréhension des attentes de la clientèle. Voilà, bien. Donc, ce sont les 5 types d'erreurs, notamment, qui ont été identifiés par Zeitam, Soraman et Berry et qui sont notamment conceptualisés dans un modèle qu'on appelle le modèle de la ServQual. C'est un modèle absolument important pour une raison très très simple, parce qu'il est très utilisé dans l'évaluation des activités de service. En tout cas, personnellement, à chaque fois que j'ai une mission d'évaluation ou même de diagnostic d'une entreprise de service, j'utilise systématiquement, notamment la ServQual, comme outil d'identification. On parlera maintenant des 13 erreurs dans le détail, certainement lors de notre prochain live. Voilà, bien. Alors, les entreprises qui aujourd'hui font de la qualité du service ou qui se distinguent par leur maîtrise de la qualité du service et la faiblesse des erreurs qu'ils font auprès de leur clientèle, ces entreprises-là, notamment, ne sont pas des entreprises qui font de la qualité pour rien. Une analyse qui avait été faite par Michel Jürgen-Panek sur les entreprises performantes révèle une certaine pratique de la qualité qui permet à ces entreprises d'être très performantes. Ces 5 éléments qui en tout cas, sont des éléments qui expliquent pourquoi ces entreprises-là sont très fortes dans la maîtrise de la qualité. C'est d'abord une philosophie de la qualité ancrée depuis longtemps. C'est important, quand on a une entreprise de service, de dégager tout de suite une philosophie de la qualité. Faire comprendre à l'ensemble de vos collaborateurs qu'on ne fait pas de la qualité pour faire de la qualité, qu'on ne fait pas de la qualité pour avoir une norme, qu'on n'a pas une norme pour dire au client, oui, mais nous, on a une norme ISO, on est certifié. Dire qu'on est certifié à un client, c'est une honte. Parce que le client, c'est lui-même qui devrait comprendre que vous êtes certifié en fonction de la qualité de votre service. Okay? Donc, avoir un niveau de qualité, enfin en tout cas un fort ancrage dans une philosophie de la qualité. Et je sensibilise là-dessus sur l'importance de la phase conduite du changement quand on met en place un programme qualité. C'est très important. Pendant longtemps, les qualiticiens, on les appelait dans les entreprises Monsieur Qualité, tellement qu'ils étaient éloignés, notamment des personnes qu'ils étaient censés changer. Il ne s'agit pas de faire des sensibilisations, il ne s'agit pas de faire des petites discussions ou des réunions en n'en plus finir. Ce n'est pas la peine. Le challenge en matière de qualité ou même de CRM, le challenge le plus important, c'est le challenge de conduite du changement. C'est important d'amener tout le monde à adhérer. Et pour adhérer, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils sachent pourquoi, il faut qu'ils y voient un intérêt. Et il faut qu'ils voient pourquoi est-ce qu'en faisant de la qualité, ça leur fait moins de travail, ça leur fait moins de temps au bureau, mais surtout, ça leur rapporte de l'argent parce que ça leur permet de faire plus de performance. Ça, c'est très important. Deuxième facteur explicatif pour ces entreprises qui font de la qualité, c'est un niveau de normes élevé. Je l'avais dit la dernière fois, je reviens là-dessus. On ne peut pas dire que nos indicateurs, c'est 80% de satisfaction sur nos normes. Quand une entreprise de service se satisfait de 80% pour ses normes, c'est une entreprise de service qui très rapidement va passer à côté. 80%, c'est très petit quand on veut faire de la qualité des services. Quand on veut faire de la qualité des services, les normes doivent être proches de 100%. 100%, je dis bien 100%, je pèse mes mots. Vos normes doivent être au minimum de 95%. Je dis bien le minimum, 95%. Et ça peut être généralement sur des activités qui naturellement sont difficiles. On peut être à 95%. Mais à moins de 95%, très sérieusement, vous êtes très mal parti pour faire des prestations de qualité ou en tout cas pour satisfaire vos clients. On l'avait dit la dernière fois sur les dimensions de management de la qualité des services, 1% d'erreur sur 10 critères, ben ça fait 31% de clients insatisfaits. Quand vous allez à 5% d'erreur sur 10 critères, vous faites 61% de clients insatisfaits. Donc, je crois qu'il faut être le plus proche possible de 100% dans le monitoring de vos normes de qualité de service. Voilà.
Un troisième élément très important dans les entreprises qui font de la qualité, c'est le suivi systématique des performances. Voilà. Souvent, les entreprises de services ont comme indicateur principal le chiffre d'affaires. Oui, félicitations les gars, on a fait du chiffre d'affaires. Je dis tout le temps qu'en matière de service, le chiffre d'affaires c'est très important, mais ce n'est pas le plus important. Hein? Je le redis tout le temps, c'est le qualitatif qui induit le quantitatif et non l'inverse. Ce n'est pas parce que quantitativement on est bon qu'on va rester bon. Non. Ce qui nous permettra d'être bon et pendant très longtemps, ce n'est pas seulement l'efficacité, c'est d'abord l'efficience. D'ailleurs, c'est l'efficience qui induit durablement l'efficacité. Ça, il faut qu'on le comprenne nous tous pour qu'on puisse vraiment de manière définitive améliorer notre relation au travail que nous faisons. Donc, il faut un suivi. Même si on fait les meilleurs résultats du monde, il faut analyser qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été bien fait et est-ce que les normes ont été respectées. Ça, c'est très important. Si on ne le comprend pas, on risque de faire de mauvaises prestations, mais on va colmater avec des clients qui vont être contents, ou bien quelquefois le client ne juge même pas parce qu'il est pressé, ou parce qu'il n'a pas le choix, ben, il vous laisse faire parce qu'il ne va pas râler parce qu'il n'a pas le choix. Vous faites de la bonne qualité, mais vous faites du chiffre. Ce qui va se passer, c'est que quand le contexte va changer, le client, il ne va pas revenir. Ou le client, même après avoir acheté, va dire du mal de vous. Donc c'est important de se dire, ce n'est pas que le chiffre d'affaires qui compte. Ce qui va compter encore plus, c'est la qualité de la prestation. Je vous l'ai dit, c'est l'axe stratégique le plus important en matière de service. Il ne s'agit pas d'avoir des services différenciateurs, d'avoir des services à valeur ajoutée, il ne s'agit pas de ça. Le plus important, c'est la régularité de la qualité. Cinquième point important, c'est un système de prise en charge des réclamations. Quand vous voulez avoir une qualité exceptionnelle, il faut vraiment écouter les clients, écouter. Une réclamation d'un client, considérez-le comme une participation du client pour l'amélioration de la qualité de vos services. Quand vous avez la chance qu'un client se plaigne, il faut avoir l'humilité et l'intelligence de l'écouter. Et pas seulement de l'écouter, mais de comprendre dans les détails ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit pour pouvoir le rassurer et surtout lui apporter une correction. Et il ne s'agit pas seulement de corriger pour ce client-là, mais il s'agit même d'aller voir où se trouve l'erreur. Quand mon client n'est pas satisfait et que son insatisfaction s'explique, ben forcément c'est parce qu'il y a une prestation qui a été mal faite. On corrige pour la prochaine fois pour que les gens fassent tout pour que l'erreur ne se reproduise pas. Ou quelquefois ça peut être tout simplement qu'on a mal compris ce que les clients veulent. Et quand on a mal compris ce que les clients veulent, ou quand notre système qualité en fait est mal fait, parce que c'est ce qu'on a compris des réclamations des clients, dans ce cas, on va vers ce qu'on appelle des actions correctives. On corrige le système pour que le système soit plus en phase avec notamment ce que les clients attendent. Quelquefois, c'est juste une erreur ponctuelle qui n'est pas liée au système, mais qui est une erreur de prestation. Quand c'est une erreur de prestation, on met en œuvre ce qu'on appelle des actions de correction pour prévenir la prochaine fois ces types d'erreurs afin que ça ne se reproduise plus et que la réclamation ne revienne pas. Le challenge d'une bonne entreprise de service, c'est de se dire, quand un client se plaint pour quelque chose, on va se battre pour que aucun autre client ne se plaigne pour ça. Parce qu'on a mis en place soit des actions correctives, soit des actions de correction et qu'on fait le monitoring, le suivi pour que tout se passe très bien. Le dernier point, notamment qui est un indicateur d'une grande entreprise, en tout cas d'une entreprise qui vraiment est très bonne et très performante en matière de qualité, c'est la satisfaction du personnel en même temps que la satisfaction de la clientèle. Donc, ou en même temps que la satisfaction de la réclamation des clients. Une bonne entreprise, si vous voulez faire de la qualité, il faut travailler sur l'ensemble des éléments qui entrent en jeu dans la prestation. Et en matière de service, le personnel est extrêmement important, il est déterminant. C'est pourquoi quelqu'un comme Gron Ross, quand il va présenter sa théorie sur notamment les services, Gron Ross, certainement tous ceux qui font marketing le connaissent, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses en matière de marketing des services, et c'est lui qui avait aussi identifié les 6 politiques fonctionnelles du service, contrairement aux 4 P. Lui, il avait sorti 6 axes notamment de la qualité des services en disant que autant les 4 éléments pour le produit reviennent pour le service, c'est-à-dire le service, le prix, la communication externe et la distribution, forcément. Mais il va dire qu'il est important d'y ajouter 2 points importants ou 2 variables importantes. Ces 2 variables importantes, c'est notamment la communication interne, c'est très important,
Pourquoi la communication interne est importante? Parce que ceux qui font la prestation, il faut qu'ils soient au même niveau d'information que les décideurs. Ou en tout cas, qu'ils soient à un niveau d'information supérieur à celui des clients. C'est ce qui permet de bien les traiter, de bien répondre et de donner la bonne information et de ne pas être surpris par des clients qui leur donnent des informations internes qu'ils ne connaissaient pas. Parce que ça peut les démotiver. Et l'autre, la sixième politique fonctionnelle, c'est notamment comment on appelle ça encore? Donc, il y avait l'offre de service, le prix du service, la communication externe du service, voilà. Il y a la distribution du service, il y a la communication externe du service, et bien sûr, le sixième aspect, c'est la gestion même du perso, c'est la gestion du personnel, notamment marketing. En matière de service, le personnel commercial, dans toute sa dimension RH, doit être, enfin dans toute sa dimension, dans la plus grande partie de la dimension RH, doit être géré par le service marketing. Il va de soi que dans les aspects administratifs, c'est la RH qui gère ça. Mais dans tous les autres aspects, hors administration, paye, bien sûr, tous les autres aspects RH doivent être gérés par notamment la direction marketing. C'est très important. Parce que il faut que le personnel soit bien formé. Il faut qu'il soit bien formé, il faut qu'il soit mis à jour systématiquement, mais il faudrait que le personnel soit motivé, il faudrait qu'il soit impliqué. Et le personnel, s'il n'est pas motivé, ben, il ne va pas aussi satisfaire les clients ou il ne va pas les motiver. C'est pourquoi même en management de la client, en management de la qualité, on va vous dire que la satisfaction dont on parle découle d'une conformité. Mais pour que la satisfaction arrive, il faudrait gérer la satisfaction du client externe en même temps que la satisfaction du client interne. Et en marketing des services, le client interne est géré, en tout cas pour ceux qui font, pour le personnel de contact, la satisfaction de la clientèle interne est gérée par notamment la fonction marketing. Donc si votre personnel n'est pas très satisfaite, si elle n'est pas contente, forcément elle ne fera pas le job correctement. Et les entreprises qui réussissent bien leur politique qualité, c'est les entreprises qui commencent d'abord à bien satisfaire, à bien motiver, à bien impliquer leur personnel afin qu'ils se donnent à 100% pour notamment faire plaisir à leurs clients. Voilà, bien. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de la mesure, on parlera de ça plus tard, la mesure de la qualité des services, voilà. J'espère en tout cas avoir été très clair dans mes explications, voilà, donc parce que je tenais juste à pouvoir donner notamment des explications très claires. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez me dire, je pourrai revenir un par point. Pour chaque point, je peux en faire un live et ce sera un plaisir pour moi. Voilà, bien. Je voudrais donc terminer notre échange, notre discussion, d'abord en vous souhaitant une très belle fête de l'Aïd el-Fitr, de l'Aïd el-Kébir plutôt, l'Aïd el-Kabir, qui est la fête de la Tabaski. Je souhaite que chacun d'entre nous, partout dans le monde, pour ceux qui veulent le souhaiter, qu'ils le fêtent dans les meilleures conditions. Voilà. Qu'on comprenne aussi que cette année, la nature, pour ne pas dire Dieu, nous a donné une bonne occasion de faire une évaluation de soi et de nous poser la question de ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Je crois que le coronavirus nous a donné énormément de leçons. Je ne sais pas si vraiment on a gardé ces leçons-là. À la Korité, j'ai été très satisfait de voir que beaucoup de gens l'ont fêté avec le minimum possible. Il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas eu d'habits nouveaux, il n'y a pas eu tout ça. Et pourtant, ça s'est très très bien passé. Et ça n'a tué personne. Et ça n'a diminué l'honorabilité de personne. Je ne dis pas qu'il ne faille pas acheter des habits ou des trucs comme ça. Mais ceux qui ont passé la Korité cette année ont certainement dépensé 3, 4, 5 ou 10 fois moins qu'ils ne le faisaient les années passées. Hein? Ceux qui ont l'argent qu'on a dépensé dans le Ramadan, là, avec ces trucs qu'on achetait, les souks, le corps, tout ce matu vu là, je suis sûr que cette année, beaucoup de gens ont dépensé 10 fois moins. Pour moi, l'idée, la leçon à retenir, c'est de se dire, ben c'est possible. Pourquoi ne pas le refaire les années prochaines? Pourquoi les années prochaines ne pas optimiser nos dépenses? Ceux qui ont les moyens, ils n'ont qu'à faire, ce n'est pas un problème. Mais je demanderai juste à ceux qui ont beaucoup de moyens d'être plus solidaires aussi. Parce que quelquefois, vous faites votre matu vu parce que vous avez de l'argent, personne ne l'interdit, ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas immoral d'ailleurs.
Mais pensez aussi à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est très important. Voilà. J'ai écouté cette discussion, j'ai même partagé le point de vue de Oustaz Aliou Sall, qui disait que selon lui, dans chaque maison, un mouton suffit pour la tabaski. Bien sûr, j'en ai discuté avec beaucoup de gens, parmi lesquels Anne-Marie Fall, ma soeur, avec qui on fait beaucoup de discussions sur la religion. Elle est très très cultivée et éveillée du point de vue religieux. Ne la regardez pas avec son aspect très intellectuel, elle est super cultivée du point de vue islamique en tout cas. J'ai écouté hier, je crois, ou avant-hier, Oustaz Momar Diagne sur YouTube, qui lui a un autre point de vue et il dit que toute personne qui en a les moyens peut faire la tabaski. Bon, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais c'est juste pour moi, c'est les jurisprudences en fait. Tu peux être d'accord avec l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, l'idée, c'est pas de dire que tout le monde le fasse ou tout le monde ne le fasse pas. Mais je veux qu'on réfléchisse sur le sens de ce qu'on est en train de faire dans la tabaski. Notamment, c'est très important. Je ne comprends pas que dans une maison de 10 personnes, qu'il y ait 5 moutons tués, alors que dans le quartier, il y a 4 ou 5 familles qui n'ont pas eu de moutons. Et qu'on préfère leur dire, on ne vous donne pas de moutons, mais venez quand même faire le rang chez nous pour qu'on vous offre de la viande. Je me demande, est-ce que ça c'est islamique? Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que ça c'est du respect pour soi et pour les autres? C'est un gros problème. Est-ce que si on était à la place de ces gens-là, on aurait fait la même chose ou on aurait apprécié ça? Parce que souvent c'est du matu vu. Beaucoup de gens aussi mettent toutes leurs billes dans la tabaski. Le lendemain, la dépense quotidienne arrive, ils ne l'ont pas. Alors que la dépense quotidienne est une obligation divine. Quand fêter la tabaski est une sunna. Une obligation divine, c'est ce qui, quand vous le faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne le faites pas, vous êtes puni. Alors la tabaski, vous pouvez, je vous assure, vous réveiller, faites la grasse matinée, ne sortez pas, n'allez nulle part, vous n'aurez aucune sanction, aucune je dis. Parce que ce n'est pas une obligation divine. Alors, maintenant, quand on prend toutes ces billes, on les met dans la tabaski, le lendemain de la tabaski, on n'a pas de quoi donner à manger à la famille, on a fauté. Parce qu'on a mis des moyens destinés à l'entretien de la famille à une fête pour se faire plaisir. Réfléchissons aussi à ces choses-là. Et après la tabaski viennent d'autres choses. Il y avait une belle chanson du pape Echer qui le disait. Au Sénégal, tout s'enchaîne. C'est Korité, après Korité Tabaski, après Tabaski Tamkharit, après Tamkharit Magal Touba, après Magal Touba c'est, comment tu appelles ça encore, Gamou, après Gamou c'est 24, après 24 c'est 31, après 31 c'est Mardi Gras, après Mardi Gras c'est Saint-Valentin, après Saint-Valentin c'est Pâques, après Pâques c'est Pentecôte. Nous c'est comme ça qu'on vit au Sénégal. Hein. Jusqu'à 15 août, tout ça, on continue. On vit au rythme des fêtes. Et après on veut se plaindre d'être pauvre. On ne peut pas être riche quand on vit comme ça. On ne peut pas aussi aller vers le plus important, l'essentiel, quand on est comme ça. Notre pays, c'est à nous de le construire. Nous passons notre temps toute la journée. Vous avez des milliers de vidéos qui se plaignent. On a une population de gens qui se plaignent. Et personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore. Être généreux, ça ne veut pas dire sortir dans la rue, dire j'ai donné tant, etc. Non. Être généreux, c'est se battre soi-même pour ne dépendre de personne. Pour moi, c'est ça la première générosité. Quand vous gérez bien vos sous, quand vous vous organisez bien et que vous ne demandez rien à personne, c'est la première générosité. Parce que donner à quelqu'un, donner à quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, mais c'est aussi lui empêcher de vous donner de l'argent. Quand quelqu'un qui vous donnait de l'argent, vous commencez à lui dire « Merci, j'en ai plus besoin, ça marche bien pour moi », ça c'est de la générosité de votre part. C'est une première générosité. Ça c'est très important. L'autre aspect, c'est qu'on se plaint, les factures sont chères, temps n'est pas bien, etc. et tout. L'argent qu'on gaspille, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour ça? Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on devrait faire très attention. Quand vous allez au Burkina ou dans d'autres pays africains, ils n'achètent même pas des moutons, ils achètent des brebis. Ils ne portent pas des habits extrêmement chers qui viennent d'Allemagne, etc. Non, parce que les geysers qu'on achète, comme le disait l'autre, c'est des tissus pour la table ou des rideaux chez eux. Ici, chez nous, ça coûte les yeux de la tête, etc. Ce n'est pas pour gâcher votre business, hein, parce qu'on va acheter d'autres produits qui sont moins chers. Voilà, on aurait pu demander à l'État de remettre Sotiba sur les rails, Sotiba qui faisait des produits d'une qualité exceptionnelle qu'on importait partout en Afrique.
Je crois qu'on peut la remettre sur les rails et acheter nos produits Sotiba qui sont de très bonne qualité, très jolis. Ça nous permet d'aller, de pouvoir notamment acheter moins cher et nous faire de très belles choses. D'autant plus que maintenant, on a de très grands stylistes, on a des tailleurs de très grande qualité qui font de très très bonnes choses. Donc ça, c'était la sensibilisation sur ce point-là. Un autre point sur lequel je vais peut-être terminer, c'est que hier, j'ai vu des vidéos où on insultait des chefs religieux. J'ai vu la vidéo aussi de ce député qui insultait. C'est devenu maintenant une récurrence. Ma sœur Anne-Marie Fall, qui faisait un live pour sensibiliser sur le Covid-19, a été vertement insultée par quelqu'un que personne ne connaît. Et c'est un Sénégalais bon temps. Les gars, est-ce que l'insulte devra être le principe chez nous? C'est une question importante. Est-ce qu'on devra maintenant banaliser l'insulte? C'est un problème. Moi, je ne peux pas me faire avec ça. Je ne peux pas accepter ça. Et je combattrai ça tout le temps. L'insulte, c'est la chose la plus élevée dans le manque d'éducation de quelqu'un. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous insultez quelqu'un, l'insulte se retourne contre vous. Il y a une anecdote du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, hein, je suis musulman, donc je ne connais pas très bien les autres, mais je crois que c'est la même chose dans toutes les religions. Hein, je m'excuse pour ça. Une fois, il était avec Abu Bakr as-Siddiq, et quelqu'un insultait le prophète. Il insultait avec des mauvaises insultes d'ailleurs. Le prophète n'a pas répondu. Et le monsieur continuait à insulter. À un certain moment, Abu Bakr s'est levé et a répondu aux insultes. Le prophète lui a demandé de s'arrêter et de s'asseoir. Il lui a dit, mais pourquoi tu veux me laisser ne pas te venger? Il lui dit, parce que tout le temps que tu m'insultais, ce sont les anges qui répondaient à ce monsieur. Donc je préfère ne pas répondre. Ne répondons pas aux insultes, mais ne laissons pas les gens insulter. Je crois que quand vous êtes sur l'Internet ou partout, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des femmes, ou bien une femme, vous avez des enfants, vous avez des frères, vous avez des sœurs, et vous insultez. Quand vous insultez, vous commencez par insulter votre mère, quelle que soit l'insulte. Parce que votre mère a pris du temps pour vous éduquer, pour vous montrer la bonne voie. Pendant des années, arrivé à l'âge adulte, vous commencez par insulter l'éducation de votre mère. Quand vous insultez, quelle que soit l'insulte, vous insultez votre père, qui peut-être d'une manière ou d'une autre s'est battu pour que vous ayez une bonne éducation, pour vous apprendre le bien à le faire, pour éviter le mal, qui s'est battu pour que la famille ait une bonne image. Vous grandissez et vous insultez votre père en lui disant, papa, ton éducation c'est de la merde. Et aujourd'hui, notre image c'est de la merde parce que j'insulte les gens en public. Donc, quelle que soit la personne qu'il insulte, l'insulte ne peut jamais être une bonne chose. Ne partageons pas des vidéos de gens qui insultent. Ne partageons pas des propos de gens qui insultent. Signalons-les sur Facebook et sur tous les réseaux pour que ça ne parte pas. Il faut que les gens apprennent à nous parler dans un langage correct, dans un langage approprié. Moi, quand vous me dites des choses, quel que soit l'intérêt et l'importance, dès que des propos, je ne parle même pas d'insultes, dès que des propos gauche entrent dedans, j'ai plus envie de vous écouter. Et je suis sûr que c'est le cas de la plupart des gens d'entre vous. N'acceptons pas que le mal soit le principe chez nous. J'ai partagé aussi hier soir une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Khalat TV, je ne les connais pas, je les ai découverts comme ça, qui parle aussi de la propagation des mauvaises mœurs. Et c'est des gens qui viennent vous dire, oui mais c'est bien parce qu'on parle de ce qui se passe dans ce pays. Ben, puisque ça parle de ce qui se passe dans le pays et que vous êtes content de ça, mais filmez ce que vous faites tous les jours chez vous. Filmez-vous en caleçon. On voudrait bien voir si vous êtes des gens très sales ou pas. Ces gens qui les défendent là. On voudrait bien voir comment est-ce que vous dormez. Est-ce que vous bavez ou pas? Parce que c'est ça la réalité aussi. On veut bien vous voir aussi le soir ce que vous faites. On veut bien vous voir dans votre intimité. On veut bien vous voir entrer dans vos toilettes aussi et qu'on voit ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous portons des habits? Pourquoi nous ne sortons pas tout nus? C'est ça la question. Pourquoi nous ne sortons pas tout nus? Pourquoi nous sortons habillés? Pourquoi est-ce que nous nous habillons en fonction de là où nous allons?
Parce que nous avons été créés comme étant des êtres honorables. Nous sommes des êtres honorables. Et nous sommes les seuls êtres qui nous habillons. Tous les autres êtres n'ont pas de quoi s'habiller. À chaque fois qu'un chien ou coach est habillé, c'est un homme qui a habillé. Parce qu'il vit comme il est. Nous sommes les seuls êtres qui nous habillons. S'habiller, ça veut dire quoi? Mais cacher ce qui ne doit pas être vu par les autres. C'est ça la réalité. Cacher ce qui ne doit pas être vu par les autres. Maintenant, bien sûr qu'il faut traiter le mal. Bien sûr qu'il faut interdire le mal. Bien sûr qu'il faut sensibiliser. Mais est-ce que ces réalisateurs-là, aujourd'hui, et en regardant rétrospectivement, est-ce qu'ils sont meilleurs que le grand Cheikh Tidiane Diop de Daaray Kocc? Est-ce qu'ils sont meilleurs que Ousmane Sembène? Est-ce qu'ils sont meilleurs que Djibril Diop Mambéty? Est-ce qu'ils sont meilleurs que, notamment, Absa? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les Abou Kamara? Non. Et pourtant, ces gens passaient leur temps à dénoncer le mal qui était dans nos sociétés. Et ils l'ont très bien fait, de manière respectueuse, de manière posée, et de manière très intelligente, mais de manière prenante, prégnante, comme je le dis. Quand vous regardez Guelwaar, vous êtes heureux. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a rien de mauvais. Mais ça vous prend dans le cœur, ça occupe votre esprit, ça vous réveille et vous avez envie de parler avec vous. Quand vous regardez Yen de Djibril Diop Mambéty, où il montre justement comment est-ce que les Sénégalais sont des gens qui aiment montrer qu'ils sont bien alors que dans leur profond ils sont mauvais. Quand Makoro Diagaye disait à Linguère Ramatou, oui, mais vous voulez nous corrompre, on n'est pas d'accord, Marnan de Tahanan, petite, excusez-moi pour ça, mais c'était le terme Wolof utilisé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous voulons boire que nous allons nous empêcher de boire une mauvaise eau, puis on va attendre la bonne eau, même si c'est des années. C'était ça le principe, et c'est un principe culturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Linguère Ramatou leur a tous donné des prêts, et à l'arrivée leur a dit, puisque vous ne pouvez pas emprunter, allez me tuer ce monsieur-là, parce que je ne l'aime pas, il m'a trahi dans le passé. Et ils sont allés dire au monsieur, on aime bien nos principes, nos règles, mais là, on est tenu par des obligations, par notre bien, et on va te tuer, et ils l'ont tué. J'ai adoré ce film-là, qui a dénoncé ces caractéristiques. Pourtant, ce n'est pas en montrant des femmes nues, ce n'est pas en montrant un langage vulgaire. Moi, ça fait maintenant longtemps que je ne regarde plus la télé, parce qu'il n'est plus possible d'être avec sa femme et ses enfants pour regarder la télé. Autant on se plaint pour les séries américaines qui nous montrent de l'homosexualité en veux-tu, en voilà, autant aussi nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. On est pire qu'eux. Et vous voulez qu'on regarde ces séries? Boycottons-les. Ne regardons pas ces séries-là. Allons télécharger des Badoumenlep ou d'autres choses, en tout cas, je ne sais pas, des théâtres Abou Kamara, etc. et tout, qui nous donnent beaucoup plus d'enseignements. Allons regarder autre chose. Boycottons-les. Le monsieur qui a fait cette série a dit que quand il a fait Idol, depuis 5 ans, il n'a même pas 1 million de vues. Mais quand il a fait la série, je ne sais pas comment vous l'appelez là, cette série Infidèle, ben en moins d'une semaine ou en moins de 2 semaines, chaque épisode a eu plus d'1 million de vues. Et donc lui, comme c'est un businessman, ben il va faire des séries qui vont amener des millions de vues. Battons-nous pour ne plus regarder. Pourquoi regardons-nous ces saloperies-là? Et en plus, ces saloperies-là, excusez-moi pour les mots, ces saloperies, ces mauvaises choses-là, sont en train de gâcher les couples. Parce que quelquefois, des gens, hommes ou femmes, en regardant ces séries, se disent, mais est-ce que mon conjoint n'est pas dans cette catégorie? Ça crée des suspicions. Et après, ça crée des drames. Parce qu'en regardant la série, quelquefois, on peut se dire, moi, je ne fais pas attention à l'autre, hein, mais est-ce qu'il n'est pas comme ça? Je vois qu'il fait comme ci, comme ça, comme l'acteur, peut-être qu'il est comme ça, ou peut-être qu'elle est comme ça. Ça crée des drames. Donc, n'encourageons pas ça. Ne regardons pas ces séries. Ne téléchargeons pas. Et imposons à ces gens, autant nous imposons à nos politiciens d'être bien, et autant nous imposons à nos marabouts d'être bien, imposons aux acteurs culturels d'être bien, quelle que soit leur qualité, quel soit leur niveau. Je m'excuse pour ce coup de gueule, mais c'est difficile de vivre dans ce pays. Chaque jour, vous avez des raisons de vous décourager. Quand des gens prennent leurs vidéos pour insulter des personnalités d'un niveau immense, des cadeaux de Dieu, comme Serigne Touba, comme Alhaji Malik, comme Cheikh Omar, ou comme d'autres d'ailleurs, notamment, qui sont des gens d'une respectabilité énorme, des cadeaux de Dieu, quand on veut les insulter, les gars, c'est parce qu'on est maintenant
tête en bas, pied en l'air. Je suis extrêmement choqué et outré par ça. À défaut de ne pas s'inscrire dans ces groupes-là, il faut en tout cas bannir ces groupes, ne pas regarder leurs vidéos, il faut signaler leurs vidéos et surtout ne pas les partager et ne pas s'accorder sur ça. Voilà. Je vous souhaite la baraka. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous donne les moyens de fêter comme vous le voulez. Que Dieu nous permette de nous améliorer en qualité, en attitude et dans tout le bien. Que Dieu nous aide à pouvoir faire notre propre auto-évaluation pour nous améliorer. Que Dieu nous donne la chance d'écouter les autres, ce qu'ils nous disent, et de pouvoir filtrer pour voir qu'est-ce qui est bien et chercher à nous améliorer. Que Dieu nous donne la paix intérieure. La paix intérieure. Que Dieu nous fasse aimer le bien et qu'il nous fasse détester et lutter contre le mal. Voilà. Je vous salue tous. Je suis très touché par tout ce respect et cette attention que vous me donnez tous. J'en suis très, très, très touché. J'en suis très ému. Je vous assure que je ne le respecte pas autant que ça. Et pour moi, c'est un sacerdoce. Voilà. Et vous m'aidez moi aussi à m'améliorer. Parce qu'en me disant, mes grands, vous êtes notre doyen, vous êtes notre exemple, vous m'aidez à m'améliorer. Donc vous faites un job très important sur ma propre personne. Vous m'aidez à m'améliorer. Je vous remercierai jamais pour ça. Vraiment, c'est ça. Maintenant, Laye Bamba Seck. Yow lay waxal en wolof. Laye Bamba Seck. Les ganars que tu as donnés à ZoFood et à tes copains dans votre restaurant, on en veut. Les glaces que tu m'as offertes avec Jim, on en veut. Le thé que hier on a vu avec Khalifa Diaby, on en veut. Les fruits avec Matar Amassignan, on en veut. Donc, il faut que tu invites tous les membres du groupe et nous, tous qui sommes là, qui nous fatiguons pour toi et pour Marketing TV Monde et pour tout le groupe, il faut que tu nous invites. Sinon, on va te séquestrer et on va t'amener à Rebeuss. Voilà. Bonne fête. Merci et à très bientôt. Salam alaikum. Au revoir. Merci.